Alors voilà le premier point positif, c'est ce moteur. Là c'était limite. Ah, là, si tu touches le frein avant, si on mettait la courbe verte pour voir. J'aime bien la courbe verte. Oh, ah. Ça a bien tapé sur la clavicule gauche. Aujourd'hui, petite sortie dominicale en solo. Donc tu le vois, les conditions sont mois de décembre. Mois de décembre dans une région humide. Je vais prendre quelques minutes quand même pour te parler des points positifs de cette moto là, de cette 500 EXCF 2024. Que je commence à connaître un petit peu. Elle a 16 heures. Et je commence à savoir rouler un peu avec, à comprendre le fonctionnement de ce moteur. C'est la deuxième que j'ai. J'ai eu une 2016 aussi, que j'ai gardé très peu de temps. Je te fais les points positifs et dans une prochaine vidéo, je te ferai les points négatifs. Il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs. Tu vois, bien sûr, je t'oblige à t'abonner du coup pour avoir les points négatifs, c'est génial. Et au passage, je passe pour... le fou de la forêt qui parle tout seul en permanence. Ah, il y a vraiment très peu de grippe, hein. Si ce n'est pas du tout. Je suis enchanté de ces pneus Michelin Enduro, comme d'habitude. Ils ont toujours été très bons. On va voir ce que donne le nouveau, là, le Michelin Enduro 2. Qui a encore pris 15 €, qui a à 95 € le pneu arrière en 140. Un pneu qui fait 6 ou 8 sorties quoi. 95 balles. Alors voilà le premier point positif, c'est ce moteur qui est démentiel. Il y a tout dans ce moteur de 500. Tu as de la puissance en haut bien sûr. Il y a 64 chevaux. Pour une moto d'enduro, je crois que c'est les plus grosses puissances qu'il y ait eu. C'est l'équivalent d'un 450 cross, type CRF. Donc tu as de la puissance en haut. Une puissance qui est délirante et honnêtement très rarement exploitable. Ou alors dans des configurations type grande piste de sable. C'est la moto parfaite pour les Américains qui font de la barra. Ou du rallye raid éventuellement. Mais autant te dire que chez moi là dans mes singles boueux avec des racines, t'en exploites vraiment 20 ou 30% quoi. Donc il y a la puissance en haut, mais il y a énormément de couple aussi à bas régime. Ça reprend très très fort sur n'importe quel rapport. Tu peux rouler 2 rapports au-dessus, il n'y a pas de souci. Et la moto, tu peux la laisser mourir à très bas régime dans les grimpettes en 2. C'est pas incalable comme le serait un 300 de temps. Mais ça descend vraiment très bas, tu as pu peut-être le voir dans mes précédentes vidéos. Ça monte vraiment partout. Et tu n'as plus du tout ce calage sur le coup de piston que tu pouvais avoir sur les anciens gros 4 temps. Style des premiers 450 WRF, 426 je sais pas, j'ai pas eu, mais 450. Donc voilà, pas de calage intempestif sur le coup de piston. Évidemment si tu descends trop bas en seconde, au bout d'un moment ça cale, normal.
mais c'est très souple et très agréable à utiliser. C'est un moteur qui est très linéaire, donc t'as pas d'explosion vraiment de puissance. C'est un moteur qui prend quand même un peu de régime hein, pour un 500. Ça prend 9000 tours. La puissance est à... les 64 chevaux sont à 9000 tours. Et le pic de couple est très bas. Donc c'est un moteur au comportement vraiment différent d'une 250 ou une 350, qui sont des moteurs chez KTM totalement différents. Et par exemple la 350 que j'avais, c'était une moto qui prenait 12 000 tours, 51 chevaux à 12 000 tours minute. Donc un moteur beaucoup plus explosif et à exploiter vraiment à haut régime. Donc ouais, un moteur très doux, très coupleux et très performant. Ouais. C'est clair, un moteur fantastique et c'est un moteur à sensation. Hein. C'est pas un gros poum poum pour la promenade. C'est un moteur à sensation. Voilà, il y a énormément de puissance, hein, donc ça dépote. Hein. Vraiment, c'est ébouriffant. Bon, alors là, tu vois, il n'y a rien d'ébouriffant hein, parce que toi, t'en as pas conscience, mais c'est très dur de rouler là dans ces conditions. Deuxième point très positif, c'est ce châssis des KTM 2024 qui est totalement nouveau, avec une fourche totalement nouvelle. On n'a plus les anciennes Explore qu'il y avait sur les KTM jusqu'à 2023. La moto c'est un rail, mais il y a une différence vraiment flagrante. Je te dis pas ça pour te la vendre, hein. Mais moi je peux comparer uniquement avec une 300 TPI, donc 2022 avec l'ancien châssis. Putain, ça n'a rien à voir, hein. Le guidage est parfait, il n'y a jamais de guidonnage et la moto elle file droit. Elle n'est pas piégeuse du tout et surtout tu as une vraie fermeté, contrairement à la génération précédente qui était vraiment très on va dire molle, hein, plus que souple. Là il y a vraiment de la rigidité et la rigidité elle fait aussi la rigueur. Je sais pas bien si c'est vraiment la fourche, l'amortisseur ou le châssis général, parce que le cadre a été entièrement refait aussi pour 2024, mais en tout cas tu as une vraie rigueur, une vraie rigidité, ouais. Et ça c'est vraiment appréciable. C'est appréciable aussi si jamais tu veux mettre la moto sur un terrain de cross. C'est sûr, si tu te mets court ou long, ça va taper au fond toujours, hein. C'est pas un cross, mais il y a quand même du mieux quoi. Donc ouais, moi je suis ravi du châssis. Encore une fois, c'est en utilisation enduro, en utilisation voyage, ce sera peut-être un petit peu plus différent, vu que tu auras plus de rigidité. C'est que de la glisse. Voilà, l'amortisseur est aussi nouveau, il me semble, dessus. Et ça tracte, hein, il y a énormément de traction. Donc oui, totalement validé. Châssis 2024, totalement validé. Et gros coup de cœur. Pour moi, ça me fait penser vraiment, c'est du niveau des Kayaba que tu peux retrouver sur des Yam WRF par exemple. Chevreuil là-bas. Des Yam WRF voilà, qui étaient vraiment réputés pour leur stabilité. J'en ai eu une aussi, et même une vieille. Et ça bronchait pas. Sur mes autres vidéos, si tu les as vues, mais j'ai un niveau, on va dire, très moyen, intermédiaire. Donc peut-être que pour un Ligar en L1, évidemment, ça demandera une préparation de suspension. Mais pour moi, pour l'instant, j'en ai vraiment pas eu besoin. Même en mettant du gaz, hein, en envoyant sur du roulant, avec des pierres, aïe, des ronces partout. Avec des pierres, ça tape dans les pierres à haute vitesse, ça bronche pas, t'as jamais de réaction vicieuse quoi. Autre point positif, c'est l'accessibilité générale et mécanique. C'est une mécanique très simple et tu peux tout faire toi-même, hein, très facilement.
Si tu as un jeu aux soupapes à faire, ça prend une demi-heure. Un réglage de soupape pareil. Bon, évidemment, si tu dois changer un piston, tu vas pas le faire au bord du chemin, c'est sûr. Des motos destinées à la compétition, donc presque dépourvues d'électronique. C'est des risques de panne en moins. Ouh là 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 là. Pas de compromis, pas de superflu, et moi j'attache un petit peu d'importance à l'esthétique et j'adore ces motos en fait. C'est les motos brutes, tout en plastique, et bah voilà, directement héritées de la compétition, c'est les motos de course. Oh. En fait ça y va bien, si tu prends un peu d'élan, il n'y a aucun problème. Après tu l'auras compris, je suis pas un expert du franchissement. Et la branche dans le casque. En utilisation enduro ou trail, c'est la filtration d'air qui est vraiment un jeu d'enfant en fait. En 2 secondes, tu fais le filtre, tu enlèves le cache, tu as accès au filtre directement. Il n'y a pas de chichi au niveau de la boîte à air et ça c'est quand même très très pratique. Donc tu fais le filtre à chaque sortie dans les randos ou en course, mais en voyage ça te permet de stocker des filtres à air dans un sachet, peut-être sous vide ou autre, ou même pas. T'en mets 4 ou 5, plus le surfiltre, le Sandstop, et puis ça te permet de partir quand même très très longtemps. Elle est assez bien isolée cette boîte à air, il n'y a pas grand chose qui passe, et les filtres sont rarement sales. Donc ouais, gros avantage par rapport à par exemple une 690 Enduro où la boîte à air, le système de boîte à air est vraiment typé route avec un filtre papier et une boîte à air qui n'est pas étanche en plus. Je te dis ça parce que j'en ai eu une pendant un bon moment quand même et j'ai jamais trouvé de bonne solution pour la filtration, si ce n'est remplacé par la boîte à air ras de garage qui est loin d'être infaillible aussi. Donc voilà, point positif. Et puis ouais aussi a priori une très grande fiabilité. On peut pas en dire autant de toute la production KTM, on est d'accord. Il n'y a qu'à voir les problèmes sur les 790 et 890 avec ces problèmes d'arbre à cam. Honnêtement, moi j'aurais plus confiance pour partir loin comme je veux le faire avec une 500 d'enduro qu'avec une 890. Je sais pas si tu as déjà eu une 690 aussi, mais il y a quand même des problèmes d'aspiration de poussière dessus, d'embrayage, parce que c'est les grosses cylindrées forcément. Et quand tu leur tires dessus, tu tires sur l'embrayage, elles aiment pas trop. Et ça peut entraîner aussi des casses moteurs. Donc oui, grande fiabilité a priori, piston 400 heures environ, en utilisation assez cool, pas en utilisation enduro. Donc pour moi c'est tout à fait correct. Un autre point positif de ces motos, c'est la cote d'occasion qui est assez stable. Donc tu perds assez peu d'argent au contraire des autres motos d'enduro, parce que c'est les motos, comme je te le disais dans la dernière vidéo, qui sont à très faible diffusion et qui sont recherchées par les mecs qui font du super motard, évidemment en premier, et maintenant aussi par les mecs qui font du rallye raid ou du voyage, comme je le fais. Donc une cote très stable, évidemment, si tu la payes 13 ou je sais plus combien c'est, une 500 6D 2025, mais c'est du délire, 13 ou 13 008 je crois même. Enfin là oui, si tu la payes plein tarif, c'est clair que tu vas perdre. Et si tu arrives à te démerder, à trouver un déstockage comme je l'ai fait sur celle-là, et ben tu peux t'en sortir pas trop mal à la revente. Voilà, bon, dans les points négatifs, je t'en donnerai quand même quelques-uns là-dessus. C'est clair que si tu lui mets des bornes à la revente, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, c'est sûr. Mais voilà, cote de l'occasion très stable.
Donc oui, une cote de l'occasion très stable si tu compares avec les autres motos d'enduro des autres marques, ou même chez KTM, mais d'autres cylindrées comme la 350 ou encore pire la 250. Tu verras que la baisse est très très rapide. Les 500, bah, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup et c'est d'ailleurs aussi, ça fait aussi partie des inconvénients. Si tu veux en trouver une d'occasion, tu vas la payer cher. Ouais, si tu veux en trouver une d'occasion, c'est sûr que ce sera plus cher que les autres. Après, la solution, ça peut être de prendre une 450 aussi. Moi, j'ai jamais eu les 450 du groupe KTM, mais pour une moto de rallye raid, ça peut fonctionner et là, tu vas trouver des très bons tarifs en occasion. Je sais pas si tu as déjà regardé les cotes par exemple d'une Sherco, hein, malheureusement, marque française, ou d'une Beta, encore pire. Bah, la revente, les gens, les propriétaires, ils pleurent un peu parce que c'est des motos qui sont au même prix que les KTM, mais qui sont très difficiles à revendre. Alors elles se vendent, hein, mais à quel prix quoi? Oui. Ouais, une dernière chose que je pourrais évoquer sur les points positifs, c'est la réputation de la marque. Alors, comment te dire que la situation a évolué drastiquement depuis quelques jours. La situation de la marque, elle est plus du tout favorable. Alors, jusqu'à présent, je partais du postulat d'acheter une moto comme ça, parce que tu peux trouver des pièces partout. Enfin, du moins tu peux t'en faire envoyer partout, parce que je te rappelle que par exemple en Albanie, pour trouver des pièces KTM, il y a un magasin et c'est à la capitale. Je te parle d'expérience. Mais bon, tu arrives toujours à en trouver. Là, maintenant, peut-être que c'est plus vraiment un point très positif quand même. La marque est nettement déficitaire. 3 milliards d'euros de pertes. Cette vidéo, je vais la sortir dans 15 jours, 3 semaines. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une vente au détail de KTM ou un rachat par Bajaj ou par CF Moto ou autre. Donc l'avenir est plus que nuageux pour la marque, les marques, donc KTM, Husqvarna, GasGas, MV Agusta, etc. Pour l'instant, je suis pas trop inquiet. Hein. Je suis pas trop inquiet pour les pièces, mais ça pourrait venir quand même. Dans ces cas-là, je suis pas marié à la marque. Hein. Donc je peux très bien changer de crèmerie très rapidement et retourner chez Honda. Chez Honda, quelle offre quoi. Moto performante de voyage. Il y avait la 450 CRFL. Mais bon, c'est quand même pas aussi typé enduro et je ferai pas de l'enduro avec une 450 CRFL. C'est un point assez positif. Ça consomme assez peu avec l'injection. Je suis à un peu moins de 8 litres en utilisation enduro sur une rando avec du single, beaucoup d'évolution en seconde. Donc pour moi c'est très très bien. Pour comparaison, une 450 à carbu. Moi je me rappelle la 450 WRF 2004, j'étais à 11 ou 12 litres dans la même configuration. Donc c'est un gros plus, hein, c'est sur l'injection.
Et en voyage, ça va sûrement aider. J'ai reçu mon réservoir, là j'ai un 15 litres à Cerbis, qui est assez laid, hein. Il monte jusque là. Donc ça va te relever le centre de gravité de la moto aussi. Mais 15 litres, il y a un gros gap hein, sur ces motos entre une utilisation trail voyage et enduro. Et je pense honnêtement qu'on peut être un peu en dessous de 5 litres au 100. Donc ça te laisse une autonomie de 300 km. Et en voyage, c'est très bien, hein, 300 bornes, il n'y a aucun problème. Tu trouves de l'essence partout en Europe, même en Albanie, au Monténégro, tu as toujours de l'essence. Tu n'as jamais de problème d'autonomie. Tu prends un litre, on ne sait jamais. Parce que tu as tendance à tirer, hein, même si ça consomme peu. Et tu trouves toujours, hein, je pense que là, l'été prochain en Turquie, ce sera pareil. Je trouverai de l'essence partout. Oh là là, ça fait peur. Hein. Moi, c'est pas la moto qui fait peur, c'est le grip, quoi, l'absence de grip surtout. Oh, 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 oh. Ah, ça paraît pas pour toi, mais je te dis qu'il n'y a pas de grippe. Hein. Oh, Tu vois, je roule comme ça, je suis seul, donc faut quand même pas se faire mal, quoi. Bon, il y a du réseau partout, hein. Mais enfin quand même. Des fois t'es tellement blessé que même accéder au téléphone c'est difficile. Hein. Oh, mais il y a quoi là-dessous? Une rivière? Ça c'est rigolo. Tu vois, la fluidité de pilotage est vraiment géniale. C'est tellement parfait que tu as l'impression de... Pour moi c'est comparable au ski, quoi. Tu as l'impression d'être sur une noire avec des skis parfaitement affûtés. Une piste que tu connais par cœur et tu fais corps vraiment avec la machine, comme dans beaucoup de sports. À vélo aussi tu peux avoir ça, dans tous les sports je pense. Et pourtant je suis mauvais hein, en enduro. Aïe 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 aïe. C'est beau l'hiver hein. Voilà. Là c'était limite. Là, si tu touches le frein avant,
C'est pas la belle vie ça? Pour la balançoire, ouais, c'est pas mal. Oh, c'est à proprement parler une balançoire, hein, cette moto. Oula, ouh l'état. Bah alors, on est à l'aise? Promène de... Oh là 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 là. Il y a du souffle hein. Et si on mettait la courbe verte pour voir. J'aime bien la courbe verte. Il y a une très bonne réponse à la poignée. Commence à parler allemand, c'est pas bon signe. Magnifique lumière. Ouais, elle pardonne beaucoup hein. Il y en a besoin avec moi, hein, du pardon. Quand même pas évident hein. Ouais, c'est pas évident, je vais pas le tenter. Alors oui, si tu fais le con forcément tu es tout le temps en wheeling hein, mais ça se dose quand même hein. Que moi les wheelings, bon, j'aime bien mais je suis assez mauvais. Oh là là là. Zéro traction. Ah, il y a peut-être un fossé d'ailleurs, tiens. T'as vu la misère? Ah bah ouais, sérieux, prenez pas la herse, c'est pas cool. Qui a volé la herse? Ah, moi comme c'est beau.
dirais même que c'est bucolique. Ouais, il m'a bien secoué celui-là par contre. Oh là 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 là. Lunaire appelle la Terre. Répondez, fusée lunaire. Je suis très très mauvais pour les troncs, tu l'auras constaté. Oh là là. Perd l'avant, perd l'arrière, perd tout. Oh là 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 là. Ouf. Comment ça part de l'avant. Oh. Toutes les racines qu'il y a dessous là cachées. Tu les vois pas toi. Depuis ton canapé, il n'y a pas de souci. Moi non plus je les vois pas. Je les sens bien au dernier moment par contre. Ouais, la 3 c'est un peu trop quand même. Là il n'y a vraiment aucune traction. Oh. Ouf. Oula. Aïe, ça pique. C'est difficile de vraiment s'énerver dans ces singles là quand ils sont mouillés. Autant quand c'est sec ça on voit, mais là enfin quelqu'un de bon le ferait, mais les racines glissantes dessous, il y a vraiment beaucoup d'imprévus quoi. Oh, le cul qui part dans tous les sens. Beaucoup d'imprévus et je veux quand même pas me faire mal. Moi, c'est déjà bien assez vite honnêtement. Tu vas pas me dire que tu gardes l'image du 500 inconduisible et hyper violent, hein. C'est pas possible. Non, ça y va, mais à gauche, je serais pas passé. Et là, ça descend bien là. Donc ouais, il faut aimer la gadoue quand même. Si t'aimes pas nettoyer la moto,
Et tu vois, j'ai la moto la moins adaptée à cette utilisation. Et ben la moto la moins adaptée, elle va très bien, hein. Ouh la branche, ça j'aime pas. Ça a bien tapé sur la clavicule gauche. Bon, elle n'est pas cassée, hein. Je sais quand elle est cassée la clavicule. Et là non. Là j'en ai juste pris une belle. Ah. Ça a bien claqué, ouais. Bah ouais. Bois mouillé quoi. Rien d'original. Je sais pas si ces motos elles peuvent déjauger quand tu les mets par terre. Est-ce qu'il faut attendre ? Je sais pas trop. Normalement ça doit être prévu pour, hein. On les met à l'envers. Donc tu vois, j'ai un peu d'expérience quand même en enduro, mais pas non plus rien d'exceptionnel. Et je continue à en mettre quelques-unes. Là aujourd'hui c'est bien humide, pas humide, complètement pourri de boue. Et j'en ai pris 3 ou 4. 3 je crois. C'est pas mal 3. Quand j'ai débuté l'enduro, ça m'arrivait de m'en mettre 10 dans le gras mouillé. Toujours des petites, hein, mais bon, ça te secoue, hein. Ah, c'est trop bien. Quelle moto. T'as vu mes filets twinner là? Ça évite d'obstruer totalement le radiateur. Je pense que ça aide un peu quand même. Donc fin de rando, voilà ce que je pouvais te dire un peu sur cette moto, sur la 500 XCF. La prochaine vidéo, tu t'abonnes et je te parle des défauts en utilisation enduro et trail, les deux. J'essaierai d'un peu organiser les idées, hein, parce que ça part dans tous les sens. Mais des défauts, il y en a aussi. Il y en a pas mal. À comparer avec tout le reste, hein, les trails ou les autres motos d'enduro.